Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Et comment ça marche? Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie collaborative et plus précisément dans le secteur de l'immobilier. On a choisi de cibler notre analyse sur les locations saisonnières de logements meublés. Le marché de l'immobilier est l'un des plus complexes puisqu'il est régi par de nombreux facteurs externes qui déterminent le prix du marché. Des facteurs comme la croissance démographique, la croissance du niveau de salaire, le taux d'intérêt et bien d'autres données. Alors maintenant, revenons quand même à la définition de l'économie. Il s'agit d'une activité humaine qui vise à produire des biens et services, à les distribuer et à les échanger à différentes échelles. Et l'économie collaborative alors? Eh bien, l'économie collaborative, elle, est une nouvelle forme d'économie. Elle produit de la valeur ajoutée grâce à la mutualisation des biens de plusieurs individus. Ces personnes communiquent entre elles sur des plateformes numériques ou applications pour s'échanger des biens et des services. Cette collaboration de particulier à particulier est au cœur de l'économie collaborative. On appelle ce modèle P2P pour People to People. Attention, il ne faut pas le confondre avec son homonyme Peer-to-Peer qui concerne l'organisation de réseaux informatiques. Depuis quelques années, on a vu le concept d'économie collaborative se démocratiser parallèlement au développement de l'univers multimédia et autres nouvelles technologies. L'ordinateur ou le smartphone sont par exemple devenus des outils indispensables, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Et quel rapport avec l'économie collaborative? Eh bien, combiné à son apparition, ils ont entraîné une augmentation vertigineuse de la création de ces sites et applications. Les plus courants sont dans des domaines comme le transport de personnes, comme Uber, ou le transport ou le stockage d'objets, ou encore, en troisième place, le logement. C'est sur ce dernier point que l'on va se concentrer avec l'exemple plus précis de plateforme de location saisonnière. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre en quoi l'économie collaborative a révolutionné le monde des agences immobilières et du secteur de l'hôtellerie. En quoi l'économie collaborative a-t-elle révolutionné le monde des agences immobilières et le secteur de l'hôtellerie? Quels sont ses avantages et clés de réussite? Maintenant, passons aux avantages et aux clés de réussite de l'économie collaborative dans l'immobilier. Des questions? En quoi l'économie collaborative est-elle une forme d'économie nouvelle? Eh bien, en développant rapidement ses communautés et ses réseaux, l'économie collaborative remet en cause le mythe de la rareté. On le constate très fortement dans le domaine immobilier. Jamais un consommateur ne pourra trouver une aussi grande diversité et quantité d'offres dans une agence immobilière que sur un site de location un tant soit peu connu. Le géant Airbnb en est la preuve, pour ce qui concerne les locations saisonnières. Avec plus de 300 000 logements proposés en France, dont 70 000 pour Paris et sa banlieue, l'Hexagone est, après les États-Unis, le plus important marché d'Airbnb. Quelle est la place des nouvelles technologies? Eh bien, l'économie collaborative est née dans un milieu interconnecté et est, par conséquent, fortement rattachée au domaine du numérique et à Internet. En effet, elle se structure souvent autour de sites et d'applications mobiles. Ces plateformes favorisent la mise en relation entre les offreurs et les demandeurs grâce à des fonctionnalités comme la géolocalisation ou les enchères en temps réel. Par exemple, Guest to Guest, créé en 2011, s'est imposé comme le premier site internet d'échange gratuit de biens immobiliers. Il est organisé comme un réseau social, soit une plateforme interactive attractive. On remarque d'ailleurs que les sites internet ou applications de location sont presque toutes présentées de la même manière. L'agencement de ces plateformes est particulièrement importante. Sa simplicité est primordiale pour qu'un voyageur le choisisse plutôt qu'un autre. Le design épuré de ces sites internet et des applications reflète aussi le concept simple et efficace de ces agences de voyage connectées. C'est un concept marketing qui importe beaucoup pour la popularité du site ou de l'application. Quel est l'impact économique de ces plateformes pour la France?
Eh bien, les plateformes de l'économie collaborative immobilière bénéficient à l'ensemble de l'économie française, car elles participent à développer le secteur du tourisme en soutenant les commerces locaux et en apportant des revenus supplémentaires aux ménages français. Les revenus des hôtes et les dépenses journalières des voyageurs ont un impact important sur l'économie. Prenons l'exemple du géant Airbnb. On considère, selon un sondage, que 23% des voyageurs ne seraient pas venus en France ou ne seraient pas restés aussi longtemps sans la célèbre application. Grâce à elle, les retombées touristiques sont aussi mieux réparties sur l'ensemble du territoire français, notamment dans les zones qui n'en bénéficient pas normalement. Avec les hébergements dans plus de 5000 villes et villages répartis dans les 13 régions françaises, les voyageurs Airbnb séjournent et découvrent des lieux qu'ils n'auraient sans doute jamais visités. Les plateformes collaboratives contribuent également au pouvoir d'achat de nombreux ménages français, en les aidant à couvrir leurs dépenses quotidiennes grâce à un revenu complémentaire. En France, un hôte Airbnb gagne 1 970 € par an et met à disposition son logement 28 000 par an. 42% des hôtes affirment qu'Airbnb les aide à conserver leur logement. Qu'apporte l'économie collaborative par rapport à l'économie de l'hôtellerie traditionnelle? Eh bien, premièrement, l'économie collaborative présente une réelle rupture avec la société industrielle grâce à ses dimensions participatives. Les particuliers deviennent les acteurs principaux du fonctionnement de l'économie. Et ce phénomène s'étend à présent bien au-delà du microcosme technologique. Son but, concurrencer l'économie actuelle. Locatme, par exemple, est une plateforme qui permet de trouver un logement plus facilement à l'aide de critères précis comme le prix, le lieu ou la taille. Cela révolutionne l'économie de l'immobilier puisque ce concept permet aux consommateurs de participer pleinement à la recherche de son bien. Les profils des locataires et des hôtels sont de plus en plus diversifiés. Du côté des clients, on trouve bien sûr les couples, les familles, groupes d'amis, mais aussi de plus en plus de professionnels en déplacement, lassés des aspects anonymes et monotones des chaînes hôtelières. Les loueurs, quant à eux, proposent soit des résidences secondaires, soit une partie de leur habitation principale, ou celle-ci entièrement dans le cas des échanges comme guest-to-guest. Dans certains cas, des professionnels tentent de profiter du modèle, mais nous en reparlerons plus tard. Quel est l'intérêt du P2P? Eh bien, le rapprochement toujours plus fort entre le producteur et le consommateur entraîne la création ou le renforcement d'un lien réel social entre eux. Cette proximité rassure et rend possible une consommation plus éclairée, plus rapide, plus facile et permet de réconcilier le consommateur avec la consommation qui prend alors le visage familier d'un père, ce qui le met en confiance. Sur Guest-to-Guest, il est notamment possible de rejoindre des groupes d'intérêt pour échanger son logement avec des gens qui nous ressemblent, ce qui permet une organisation plus flexible. Un chat communautaire a aussi été installé en juillet 2015 pour un échange plus personnalisé et approfondi. Sur Airbnb, la confiance est assurée par une note d'évaluation qui concerne aussi bien le logement, évalué précisément par le locataire à l'issue du séjour, que le locataire, lui-même évalué par le loueur. Comment l'organisation est-elle établie? Eh bien, l'absence de hiérarchie professionnelle dans l'économie collaborative permet de réduire au minimum le nombre d'intermédiaires entre les propriétaires et les locataires. Sur les plateformes de location immobilière, les particuliers se contactent directement entre eux, les sites ou applications n'étant qu'une vitrine des logements proposés, fonctionnant ensuite comme une sorte de réseau social. Dans un modèle poussé à l'extrême, l'issue serait alors d'atteindre une libre organisation des individus entre eux, une forme d'auto-organisation et d'autogestion spontanée, sans gouvernance centrale. Pour l'instant, il existe toujours tout de même des gérants pour tous ces sites qui n'interviennent pas directement dans chaque transaction, mais programment à l'avance son bon fonctionnement. Quels sont les désavantages et les dangers de l'économie collaborative dans le secteur de l'immobilier? Comme nous l'avons vu précédemment, les plateformes d'économie collaborative de location saisonnière présentent des avantages. Mais des désavantages existent bel et bien. Quels problèmes juridiques ces plateformes posent-elles? Je dirais que l'un des plus importants d'entre eux est la sous-location. En effet, nombreux sont les
des logements ayant été mis en ligne non pas par leurs propriétaires, mais par leurs locataires, ne respectant pas la loi en vigueur en France et dans de nombreux pays. La sous-location est par exemple très répandue à Paris, les particuliers voulant pouvoir faire face à leur loyer trop important. Les plateformes d'économie collaborative ne contrôlent pas ou très rarement les titres de propriété des appartements disponibles, les rendant vulnérables à la sous-location. Pour les combattre, certaines mesures ont été entreprises. Du côté des plateformes, le site PAP, qui propose entre autres des offres de location saisonnière, a créé une rubrique entière de conseils détaillant les actions autorisées ou non, dont plusieurs pages dédiées à la sous-location. Mais mis à part la prévention, les plateformes ont peu de moyens de réguler cette pratique. La justice, quant à elle, s'intéresse de plus en plus aux sous-locations illégales qui font flamber le prix du parc immobilier. Ce que l'on appelle la jurisprudence Airbnb a ainsi été inaugurée en 2014 suite à plusieurs affaires dues à la plateforme internationale. Des plaintes de voisins se sont par ailleurs multipliées en raison de nuisances par des locataires temporaires. Grâce à elle, des contrôles de police dans les appartements suspectés sont de plus en plus fréquents. Des amendes, accords de dommages et intérêts ou résiliation de bail sont alors possibles sur décision de justice. Pour les sous-loueurs sauvages, les risques ne sont d'ailleurs pas que juridiques. L'administration fiscale peut aussi réclamer son dû si les sommes perçues n'ont pas été déclarées. Enfin, depuis septembre 2016, si un propriétaire découvre que son locataire sous-loue son appartement sur la plateforme sans son autorisation, il peut exiger qu'Airbnb lui fournisse la liste des transactions réalisées et peut demander à son locataire de le rembourser. Y a-t-il aussi des problèmes fiscaux? Eh bien oui, les problèmes fiscaux sont créés par les plateformes d'économie collaborative qui se développent parallèlement à leur extension. En effet, l'absence de déclaration fiscale à petite échelle n'est pas un problème majeur, mais devient très préoccupante à grande échelle. De nombreux loueurs gagnent ainsi d'importantes sommes grâce à ces plateformes, mais ils ne le déclarent pas. Cet argent ne rentre alors pas dans un circuit économique, mais fait partie de l'économie souterraine qui, elle, est bien sûr illégale. Il représente également un gros manque à gagner pour le fisc, et même si les locations favorisent le tourisme, il ne profite pas directement à l'État. Pour y faire face, l'État développe ses contrôles administratifs. Par exemple, à San Francisco, la proposition F visant à limiter le nombre de nuits pendant lesquelles un hôte pouvait louer sa propriété sur Airbnb. Mais l'entreprise a déboursé près de 9 millions de dollars pour saboter cette proposition. En effet, ces changements sont très contestés du côté des plateformes d'économie collaborative qui veulent rester totalement indépendantes. Pour s'y opposer, Airbnb a notamment milité auprès de ses utilisateurs afin d'obtenir leur soutien en les alertant sur les privilèges qu'ils risquaient de perdre en créant ces propositions. Mais quoi qu'il en soit, l'État poursuit ces mesures. Ainsi, depuis l'été dernier, Airbnb doit prélever directement à la source la taxe de séjour, ce qui d'une part produit un service aux hôtes Airbnb leur évitant de le faire eux-mêmes, mais surtout les obligeant à verser systématiquement cette taxe car elle est trop souvent oubliée par les hôtes. L'État demande aussi aux plateformes d'économie collaborative de déclarer tous les revenus encaissés par les autres, en vue de permettre un meilleur contrôle des déclarations fiscales. Enfin, on peut citer le projet de mise en place d'une sorte de permis de louer qui obligerait les hôtes à demander une autorisation administrative pour exercer. Cela résoudrait notamment certains problèmes de sécurité. Les plateformes peuvent-elles se révéler dangereuses? Oui, et ce à cause du non-respect des normes. Car, pour pouvoir être loué, un logement doit répondre à un certain nombre de critères de confort, de sécurité et de surface. Sinon, il est en théorie interdit pour le propriétaire de le proposer légalement à la location. Des normes très strictes sont en place. Pour en citer quelques-unes, le logement doit notamment assurer l'étanchéité du bâtiment, disposer d'un réseau de gaz et d'électricité aux normes, d'une installation de chauffage normale ou encore d'un éclairage suffisant. Malgré tout, des accidents graves ont encore lieu dans les logements loués, la conformité aux normes étant impossible à vérifier par les plateformes. À Taïwan, une location Airbnb dont le gaz n'était pas conforme a entraîné la mort d'une femme et l'hospitalisation de 5 autres locataires. Un chauffe-eau défaillant, à côté de la chambre dans laquelle elle dormait, a rempli l'appartement de monoxyde de carbone. Autre exemple, aux États-Unis, un père de famille est victime de l'impact d'une énorme branche dans le jardin qui, se détachant, le tue sur le coup. Une vérification poussée des normes compliquerait la mise en ligne d'appartements, augmenterait le prix et ralentirait certainement l'extension de plateformes collaboratives.
Mais il faut se le demander, faut-il sacrifier la sécurité à ce prix? Il faut tout de même nuancer. Bien que beaucoup ne soient pas déclarés, ces cas dramatiques restent très rares et ces plateformes ne sont malheureusement pas les seules à ne pas toujours être aux normes. Quel est l'impact sur la concurrence? Tout d'abord, voyons l'impact pour les agences de voyage. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, de plus en plus de professionnels du tourisme se servent des plateformes de location saisonnière comme d'une vitrine pour les logements qu'ils proposent. Cette méthode leur permet de ne plus payer de locaux pour leur agence tout en faisant de ce marché une réelle activité professionnelle. Mais cela crée une concurrence déloyale pour les autres agences immobilières qui ne peuvent pas s'intégrer d'aussi près au marché. De plus, cela va à l'encontre du concept P2P de l'économie collaborative. Ensuite, l'économie collaborative crée une réelle concurrence pour les hôtels. En effet, depuis la crise économique de 2008, le secteur de l'économie collaborative a vu son taux de croissance s'élever par rapport au secteur de l'hôtellerie. L'hôtellerie moyenne gamme semble être la plus grande perdante. Selon une étude, les hôtels de 2 à 3 étoiles sont véritablement affectés par ce phénomène. Leur part dans le secteur a baissé considérablement, de 7 points de pourcentage depuis 2003. Au contraire, la part des hôtels économiques a augmenté d'environ 20% et celle des hôtels de 4 à 5 étoiles se sont maintenues au même niveau. Cela s'explique par le fait que les hôtels économiques ont accru la qualité de leurs services et de leurs installations, séduisant une clientèle qui opterait normalement pour la location de logements privés. Quant à l'hôtellerie 4 et 5 étoiles, elle continue d'attirer la part de voyageurs prêts à payer davantage pour recevoir un service haut de gamme. Entre les deux, les établissements de moyenne gamme ont du mal à se faire une place. Aujourd'hui, la valeur boursière d'Airbnb est évaluée à 25,2 milliards de dollars américains. Elle surpasse ainsi celle du plus grand groupe hôtelier, Marriott, et se rapproche de celle de Hilton. Airbnb compte un taux de croissance annuel cumulé bien plus élevé que les groupes hôteliers qui se sont maintenus aux alentours de 10% entre 2009 et 2014, alors que Airbnb a enregistré un taux de 251%. Mais ces chiffres ne sont pas particulièrement alarmants, car près du quart de la clientèle d'Airbnb ne fréquente pas l'hôtellerie traditionnelle, quoi qu'il en soit. En effet, 19% de sa clientèle effectue des locations de 30 jours ou plus, ce qui est très peu répandu en hôtellerie. Enfin, 40% des clients est constitué de groupes de plus de 5 voyageurs qui auraient moins tendance à séjourner à l'hôtel, le nombre de personnes dans une chambre étant limité à 4. Comment cette évolution a-t-elle été vécue par les particuliers? Du point de vue de l'hôte. Bonjour, je me présente, je m'appelle François, je suis sur Airbnb depuis 2 ans et j'ai déjà loué ma résidence secondaire une trentaine de fois. Avant, je louais ma résidence secondaire en passant par des agences immobilières classiques. J'ai été un peu déçu car j'avais peu de propositions et généralement uniquement sur le mois d'août, qui est la période dans laquelle je prends mes congés. Donc ça donnait relativement peu d'opportunités de location. Après, j'ai essayé des sites internet comme Homelidays ou Le Bon Coin, mais si vous ne payez pas pour être mis en première page, vous n'avez aucune visibilité. Avec Airbnb, j'ai une grande souplesse de planification de mon calendrier. Je peux mettre facilement à jour les nuits disponibles, les nuits qui ne le sont pas. Je peux modifier les prix suivant les saisons. Je peux mettre un nombre minimum de nuitées disponibles à la location. Pour moi, tout l'intérêt réside réellement dans la plateforme et ce système serait impossible sans Internet. Alors ce système m'ouvre des clients dans le monde entier. J'ai déjà loué à des Espagnols, à des Suédois, à des Américains et même à des Asiatiques. Donc j'apprécie vraiment cette ouverture sur le monde. Donc auparavant, quand je passais par une agence, il y avait une personne qui venait vérifier l'appartement, qui faisait l'accueil des locataires, la sortie aussi bien sûr, l'état des lieux, le ménage. Là on peut dire maintenant qu'il n'y a plus cet intermédiaire et que le lien est direct. Airbnb n'intervient pas dans la relation avec le voyageur, j'ai un contact direct avec eux. Il y a une messagerie qui me permet de communiquer directement avec lui et de répondre à ses questions. Maintenant, cela me demande davantage de travail administratif, ainsi que l'organisation de l'accueil des locataires, du ménage. Et puis en cas de problème de plomberie, d'électricité, il faut pouvoir gérer soi-même en temps réel les dépannages. Alors ce qui est important, c'est de pouvoir sélectionner ses locataires, puisque l'agence n'est plus là pour le faire. Alors vous avez la possibilité de regarder le profil du locataire et puis éventuellement les avis qui ont déjà été émis par d'autres loueurs. Et puis également, je me méfie, par exemple, lorsqu'il y a des groupes de jeunes.
car rien ne vous dit que finalement les jeunes sont majeurs et en cas de problème, ça peut être délicat de louer son appartement à des mineurs. Alors cette absence de contrôle a parfois amené quelques dégradations dans l'appartement, des sacs poubelles éventrés, des mégots qui traînaient alors que l'appartement est non-fumeur, un petit peu de casse également. Ce sont des choses qu'une agence aurait pu gérer plus facilement. Pour moi, ce système, même s'il y a quelques inconvénients, apporte beaucoup d'avantages et est réellement très positif par rapport à l'expérience que j'ai eue avec des agences classiques. Et il me semble qu'il est en plein développement. Il devrait donc fournir de nouvelles opportunités, aussi bien pour les loueurs que pour les locataires. Du point de vue du locataire. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'habite à Bordeaux. Je suis sur Airbnb depuis 3 ans et j'utilise principalement pour voyager avec ma famille et à quelques occasions avec des amis. Donc avant, j'utilisais des services des agences de voyage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec Internet, on fait de moins en moins appel à des intermédiaires, que ce soit pour la banque ou tout autre service. Je n'utilise plus du tout les services des agences de voyage, donc je vais directement sur Airbnb. J'ai utilisé une fois Guest to Guest, mais ça ne m'empêche pas parfois d'aller à l'hôtel parce que c'est un autre service que j'aime bien également. Le gros avantage des plateformes collaboratives, c'est le choix. Il y a vraiment une immense diversité dans ce qui est proposé, que ce soit pour des couples, pour des familles, pour des jeunes, pour des moins jeunes. Le prix ensuite de ces plateformes est vraiment extrêmement compétitif. Et puis finalement, c'est plus chaleureux, il y a beaucoup plus de charme. C'est beaucoup moins impersonnel qu'un hôtel et ça pour moi c'est un grand avantage. Moi je l'ai utilisé juste pour des week-ends avec des amis, parfois 2-3 nuits c'est possible et c'est vrai qu'avec des agences traditionnelles c'est tout de suite du samedi au samedi et beaucoup plus difficile de jouer avec la souplesse et de court séjour. Là, vraiment on est en lien direct avec les propriétaires, on peut leur poser des questions, ils vont vraiment nous dire tiens il y a un magasin à côté, l'appartement a une vue, enfin tous les détails sur le lieu qu'on va louer et la loi de la concurrence fait que finalement leur intérêt n'est pas de vous mentir parce qu'en plus après ils vont être notés et quelques mensonges faits ou un produit trop vendu ça va pas être pour eux une bonne note à la sortie. Donc ce lien direct avec le propriétaire et la concurrence fait que moi j'ai rarement été déçue parce que j'ai choisi. Qui dit plateforme collaborative dit lien social, lien avec des personnes. Et donc ça c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sort du cadre, je fais une réservation, je clique sur internet, je paye, je retourne dans un hôtel où je ne connais personne. Là on peut créer des liens avec l'autre, finalement c'est ça qui pour moi est très important. Donc moi jusqu'à maintenant l'absence de contrôle de normes par rapport à un hôtel ou quand on passe par une agence classique ne va pas déranger parce que finalement il y a un espace juridique prévu par Airbnb et si finalement on s'aperçoit qu'il y a un grave défaut dans l'appartement, on va peut-être pas parler d'insalubrité mais enfin un problème d'odeur important ou quelque chose. Le problème est parfois lié à la propreté qui ne dépend pas directement des propriétaires, qui dépend des intermédiaires que eux utilisent et le ménage peut parfois laisser à désirer. Ça, je dirais que c'est un peu le bémol de ce mode de fonctionnement. Alors, malgré tout, on a affaire à des particuliers, donc pas à des professionnels. Donc, il peut y avoir un problème. Ça m'est arrivé une fois. Je suis arrivée, il n'y avait personne pour me donner les clés. J'ai quand même attendu 2 heures avant que l'autre ne me prenne au téléphone. Donc là aussi, on peut dire que c'est la limite du système. Plateforme collaborative, d'accord, particulier à particulier. Mais il y a des gens qui ne sont pas sérieux et qui, du coup, comme c'est des particuliers, ne vont pas ne pas avoir un mode de fonctionnement professionnel. Et ça peut être vraiment dommage. Pour les propriétaires, c'est aussi un moyen de leur permettre de couvrir leurs charges. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle du win-win. Et j'espère que dans d'autres domaines, ça va se développer parce que j'aime vraiment beaucoup l'économie collaborative et tout ce qu'il y a de positif dans ce truc. Pour finir notre vidéo, il est important de retenir que depuis plusieurs années, les économies collaboratives se sont développées et en particulier dans le domaine de l'immobilier. Ce concept a permis de donner un nouvel élan à ce secteur qui s'était un peu engourdi ces derniers temps, puisqu'il a permis aux consommateurs de reprendre le contrôle de leur consommation, de la facilité et même de passer de l'autre côté du miroir en devenant offreur. Cela a pu se faire grâce à la création de sites et d'applications consacrés à la location et à l'échange de biens immobiliers comme Airbnb ou Guest to Guest. Cependant, en parallèle à cette révolution, les autorités se font plus vigilantes quant aux aspects sécurité, fiscalité et concurrence parfois déloyale, afin d'éviter au maximum le désordre et la fraude.
L'absence de hiérarchie et de contrôle peut également s'avérer dangereuse et marque une autre limite de ce type de système. Ainsi, les avis quant à l'avenir de ces plateformes sont assez contrastés, allant d'un extrême à l'autre. Les plus sceptiques considèrent que ces nouvelles plateformes font partie d'une sorte de mode qui va, comme son nom l'indique, devenir très vite obsolète. De nombreux jeunes entrepreneurs décident en effet de se lancer dans la création de sites et d'applications d'économie collaborative, surfant sur le succès de géants dans ce domaine tels que Airbnb ou encore Blablacar dans un autre secteur. Mais si cet essor de nouvelles applications est dans l'immédiat bénéfique, ne risque-t-il pas de devenir lassant dans quelques années ? D'autres, au contraire, pensent que l'économie collaborative représente le futur du secteur de l'immobilier, comme celui de nombreux autres, et participe au développement durable et solidaire. L'échange de maisons est ainsi un exemple de système gagnant-gagnant permettant à tous d'accéder à des logements de loisirs et de vacances à moindre coût. Dans un modèle combinant plusieurs offres d'économie collaborative, les voyageurs utiliseraient des plateformes de transport de personnes, apportant des solutions comme l'autopartage entre particuliers, qui lui réduirait la pollution. Ainsi, il est certain que l'économie collaborative a bel et bien révolutionné le secteur de l'immobilier, s'adaptant à un nouveau mode de consommation qui reviendrait à un système de proximité tout en repoussant les frontières géographiques. Quel que soit l'avenir de ces plateformes, elles ont ouvert de nouvelles portes, tant du point de vue micro que macroéconomique, et contribué à faire du monde le village global préfiguré par McLuhan il y a déjà un demi-siècle. Merci d'avoir regardé notre vidéo! Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les sources dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez aussi le lien de la rubrique à propos pour plus d'informations sur notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé et à nous poser des questions en commentaire. Pour ne rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Et comment ça marche ?